Alors j'ai intitulé ça « Qu'est-ce que je vous sers ?» Qu'est-ce que je vous sers? Parce que je veux vous faire une recette de civet de serre, mais c'est plus tout à fait la saison. Et on fera un petit parallèle avec les daubes ou ragoûts de bœuf, ce qu'on appelle aussi bœuf bourguignon. Donc les cerfs, il n'y en avait pas beaucoup dans la vallée autrefois. Et je sais que Giscard d'Estaing, qui était venu à Chamonix en 1979, avait fait cadeau, je crois, à la Chamonix de quelques cerfs qui venaient du parc du château de Chambord. Et c'est comme ça que le cerf avait été introduit dans la vallée. Est-ce qu'il ne serait pas venu tout seul aussi, même si on ne l'avait pas réintroduit, parce qu'il se multiplie dans toutes les régions, aussi dans Haute-Savoie. Et quand il se multiplie, les jeunes toujours cherchent un territoire, et leur territoire s'agrandit. Donc on a maintenant beaucoup de cerfs dans la vallée de Chamonix, et ils sont chassés. Je ne suis pas chasseur dans l'âme, mais Philippe Cardis, un copain, il y a une douzaine d'années en arrière, m'a incité à passer le permis de chasse, ce que j'ai fait. Et c'est intéressant, j'ai appris beaucoup de choses sur les animaux, de tous les animaux à poil, les animaux à plumes, et à connaître leur mode de vie. J'ai couru la montagne toute ma vie, j'ai vu de temps en temps un chamois. Et dans les quelques années qui a suivi l'obtention de mon permis de chasse, je savais où aller et comment les regarder, à quel moment y aller. J'ai vu autant d'animaux en un an que j'en avais vu toute ma vie en courant la montagne pendant les années précédentes. Donc c'est intéressant de savoir ça, de savoir comment ils se reproduisent, à quelle époque ils se reproduisent, le rut du chamois ou le brame du cerf, c'est passionnant. Donc ça a été une belle expérience. Après j'ai tué quelques chamois, j'ai tué les premières années un chamois par an à peu près. J'ai tué des petits aussi, ça m'avait contrarié, tuer un cabri ou tuer un éterne, mais on a dit que les scientifiques avaient dit qu'il fallait tuer des petits, des femelles, des mâles. Donc quand on tire un cabri, ça fait de la peine. Moi je l'ai caressé, je m'excusais. Et ça fait plusieurs années que j'ai rien tué parce que je ne suis pas très assidu. Et j'ai aussi raté une bestiole une fois. Et j'avais tiré un chamois. Moi, j'ai dû en tirer 5 dans toute mon existence de chamois. Et le dernier que j'ai tiré, il est tombé. Et j'étais content. Mais il s'est relevé. Et il est reparti. Je lui ai couru après. Et je ne l'ai pas retrouvé. Et dans ces cas-là, les chasseurs appellent ce qu'on appelle un chien de sang. Il y a des chasseurs qui ont des chiens. On les amène on les accompagne jusqu'à l'endroit où on a tiré pour leur faire sentir le sang de l'animal. Ils les recherchent. Donc j'étais assez haut vers le Brévent, je suis redescendu. On a retrouvé un chien de sang. On est remonté jusqu'à l'endroit où je l'avais tiré. On a couru après le chamois toute la journée. On a fini par le retrouver. Moi j'étais cuit. Et pas tout à fait autant que le chamois, mais presque. On a fini par le retrouver, des collègues de chasse, parce que la chasse se fait par équipe. Donc des collègues de mon équipe ont aidé le chasseur avec son chien à tuer le chamois qui était blessé. Donc depuis ce jour-là, je suis un peu moins... J'ai été un peu découragé. Je vais avec les collègues de mon équipe, je fais plus souvent rabatteur que tueur. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant et quelque chose qui permet de garder un certain équilibre dans les animaux sauvages de montagne. La chasse, je pense, est assez bien gérée, parce qu'il y a longtemps, il y avait très peu de chamois. Les chasseurs qui voyaient un chamois, des fois, passaient 3 jours à lui courir après pour réussir à le tuer. Des fois, ils ne le tuaient pas non plus. Et maintenant, moi, c'est des histoires qu'on lit dans les livres, des chasseurs, les ancêtres Valorcine ou d'autres chasseurs d'autres régions. Et donc maintenant, il y a quand même beaucoup de chamois. Il y a beaucoup de cerfs, de biches, de sangliers. Il y en a même trop. Les paysans aimeraient bien que les chasseurs en tuent plus, parce que quand Fournier met ses bêtes, ses moutons au Moussou, la moitié de l'herbe est déjà mangée par les cerfs et les biches. Et il n'a plus grand-chose à donner à manger à ses moutons. Donc il faut arriver à trouver un équilibre. Et cet équilibre aussi, je voulais juste dire 2 mots sur les bouquetins. Je pense que la chasse est
assez bien géré en France, mais qui a un problème avec les bouquetins, parce que les bouquetins est protégé et pas du tout tiré. Et il n'y a pas d'équilibre, parce que jusqu'à maintenant, bon, maintenant avec les loups, peut-être que l'équilibre va s'améliorer, mais après les bouquetins qui sont trop nombreux attrapent des maladies et le préfet ou les autorités décident d'en tuer et ils massacrent plusieurs centaines de bouquetins avec la gendarmerie, les gardes-chasse, les hélicoptères. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose à faire pour améliorer l'équilibre dans la montagne des bouquetins. Ces bouquetins qui avaient disparu de presque toutes les Alpes, chassés partout, parce qu'ils sont peu farouches, contrairement aux chamois qui se cachent et qui fuient très vite quand l'homme approche. Les bouquetins sont peu farouches et curieux, et les chasseurs avaient plus de facilité à les approcher et à les tuer. C'est pour ça qu'ils ont failli disparaître. Il en restait que quelques-uns dans le parc du Grand Paradis, et on dit que c'est le roi Victor Emmanuel, ou aussi conseillé par ses gardes-chasse, a décidé de fermer la chasse, de créer le parc du Grand Paradis pour les protéger, et depuis se sont multipliés et ils ont été réintroduits dans les autres parties des Alpes et dans d'autres massifs. Donc maintenant le bouquetin, on en voit un peu partout. C'est un animal magnifique, j'en ai vu ne serait-ce qu'il y a 2 jours au col de Beugeant, au sommet des Aiguilles Rouges, il y avait 2 bouquetins qui étaient posés là. Et magnifique, et on se demande qu'est-ce qu'ils se trouvent à manger, mais c'est vrai que sur les versants ensoleillés, même au mois d'avril, la neige glisse et il y a un peu d'herbe qui sort, et l'herbe sèche même leur suffit à survivre. Donc le cerf qu'on cuisine aujourd'hui, il a été tué par un des collègues de mon équipe qui s'appelle Jules, qui est jeune et passionné par la chasse, avec aussi d'autres chasseurs de notre équipe ou d'autres équipes, parce que autant on peut chasser le chamois seul, le chamois on part tôt le matin, on le repère à la jumelle, on l'approche, et quand on est suffisamment proche, on le tire. Autant pour la chasse aux cerfs, chevreuils, biches est différente, parce que ce sont des animaux qui vivent dans les bois, et c'est leur milieu. Nous, quand on rentre dans les bois, on n'est pas chez nous, tout de suite ils nous entendent, et ils s'enfuient rapidement. C'est pas très facile de les approcher. Bon, pour le chameau, il faut avoir le pied montagnard quand même, mais pour le cerf et ces animaux-là, c'est plus facile à chasser à plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a des rabatteurs, on repère une zone où on pense qu'ils sont, on essaye de les resserrer vers le milieu, et d'autres chasseurs se postent à des endroits de passage, et c'est là qu'ils sont tirés. C'est rare qu'un chasseur parte tout seul pour tirer un cerf ou une biche. Bon, je vais vous faire voir un peu mes documents, là où je trouve un peu les recettes. Une des bibles de la cuisine savoyarde, c'est le livre de Marie-Thérèse Hermann, que je vous ai déjà présenté, je pense. Et c'était une dame sympathique, je ne sais pas si elle est toujours vivante, mais elle était très sympa. Et elle avait fait beaucoup de recherches. Et j'ai regardé un petit peu, elle a son civet de chamois. C'est une recette, dit-elle, de Madame Amiez, dont le mari est également chasseur devant l'Éternel, dit-elle. Et c'est un peu la recette comme je vous l'ai présentée. Un petit pot de crème en fin de saison. Des fois, on met un peu de crème dans le civet. Moi, j'en mets pas. Et on sert le civet avec de la polenta ou des crozets. Je ne vous ai pas parlé des crozets, c'est une variété de pâte savoyarde aussi. Donc, Marie-Thérèse Hermann, qui a fait aussi un livre un peu résumé de son gros livre, un petit dictionnaire de la cuisine de Savoie. Je ne sais pas si c'est des livres qu'on trouve encore. J'aime bien regarder les livres de Paul Vincent, c'est toujours amusant, il a beaucoup d'humour. Et il a aussi une culture savoyarde de la cuisine et une passion pour la cuisine et les lettres. Il a écrit tout un paquet de livres. J'ai recherché, mais on ne les trouve plus. Et c'est sympa de lire ces lignes. Et il parle beaucoup des cuisiniers et des femmes qui font la cuisine. À la maison, ce sont les femmes. Dit-il, la gastronomie, le privilège des femmes qui ont le sens de l'économie et de la qualité, l'expérience du palais et du cœur, en particulier les grands-mères,
en particulier les grands-mères. Les restaurants de tradition de jadis étaient d'ailleurs des bistrots où les aïeuls, au féminin, cuisinaient pour les clients autant que pour la famille, et se penchaient sur les chaudrons aussi maternellement que sur un berceau. Qui n'a pas entendu parler de Marguerite Bise, la grande dame au tablier bleu, de Taloir, de Joséphine Poirier, etc. Et il parle même, j'ai redécouvert ça, de la Mémé Carrier, la fée de la cuisine de l'hôtel Albert Ier de Milan à Chamonix. Ma grand-mère, elle s'appelait Clotilde, c'est elle qui était cuisinière. Et il a toujours des formules que j'adore et qui sont très sympas. Les femmes s'effacent devant les hommes au piano des cuisines d'auberge. Elles préfèrent jouer à l'orgue de leur maison. Voilà, après, dans les restaurants professionnels, c'est plutôt les hommes qui ont... Plus souvent maintenant les hommes que les femmes, parce que c'est devenu un métier physique qui est assez difficile. Et là, il parle de Michel Carrier. Il a dû se tromper parce que mon papa s'appelait Marcel. Marcel Carrier, Albert de Chamonix. Il parle des frères Trincaz aux cornettes d'abondance, célèbre cuisinier d'une autre époque, de Guy Barbin, qui est un copain chasseur aussi au Capucin Gourmand, de Alain Véra à l'auberge de l'Éridan. Il a une petite erreur de prénom aussi, là, c'est Marc. Même je crois qu'il a un frère Alain qui vend des fourneaux, mais le cuisinier c'est Marc. Bon, si vous trouvez ces livres dans des bibliothèques, ça vaut le coup, c'est sympa, c'est plein d'humour et c'est plein de secrets de cuisine. Plus moderne, c'est Emmanuel Renaud, qui un passionné aussi, qui a plein de recettes sympas. Et j'ai la chance d'avoir un très beau livre, celui-ci qui s'appelle Le cuisinier français, B. Guégan. J'avais une marraine qui était la sœur de ma maman, qui était ma tante aussi, qui faisait de la reliure. Et j'ai hérité de quelques-uns de ses livres, c'est magnifique, c'est de la reliure en cuir. Et ce bouquin est splendide. Et j'y ai trouvé une recette de gibier dont je me suis servi un peu pour ma recette. C'est le civet de lièvre à la façon d'Aristide Briand. Et les cuissons longues, on les retrouve ici. Hein, là, pour un civet de lièvre, il y a 3 heures de cuisson. On enlève les morceaux de lièvre, on les place dans un pot, on passe la sauce, on remet la sauce et on recuit encore 6 heures. Donc les cuissons longues ne sont pas une nouveauté d'aujourd'hui. Là, ça fait 6 et 3, 9 heures pour cuire un lièvre. Bon, c'était peut-être des fois des lièvres qui avaient déjà beaucoup couru et qui avaient besoin de s'attendrir, etc. Donc voilà, un beau livre de cuisine. Et dans ces livres aussi, on trouve, quand on parle gibier, on trouve des recettes de marmotte, on trouve des recettes de putois. Et j'ai même dans un autre qui est là, trouvé des recettes d'ours. Mais celui-là, il est plus ancien. Je pense qu'il était à mon papa. Et il date de 1902 ou quelque chose comme ça. J'ai vu tout à l'heure 1907, 1922. Et il y a le lièvre et le lapin de Garenne. Et un endroit, il parle d'ours. Voilà, chevreuil, sanglier, ours. Les gros gibiers sont toujours détaillés et ne les emploie que lorsqu'on séjournait dans une marinade, 2 ou 3 jours au moins. La pâte entière est laissée attenante à la cuisse, etc. Donc, si vous voulez faire... Bon, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui veulent faire de la cuisine à l'ours maintenant, mais il y a même des recettes d'ours. Et je vous ai dit, ce qu'on appelle le darbon en pâte au savoyard, le putois, et se cuisine aussi, et paraît-il très bon. La marmotte se cuisine aussi, la marmotte se cuisine encore. Il y a des chasseurs qui tuent maintenant des marmottes de temps en temps, qui les font cuire. Je crois que j'en ai jamais mangé, mais c'est pas un mets exceptionnel. C'est un peu dommage aussi de tuer des marmottes, quoiqu'elles sont nombreuses et se multiplient bien, mais ça se fait. Voilà un petit retour en arrière dans les recettes d'autrefois. Et on va retourner à nos casseroles.